C'est une exposition qui vient peut-être pour la première fois depuis longtemps à Paris, redonner leur majesté et notamment leur dimension artistique extraordinaire aux 3 premiers siècles du Moyen-Âge, donc à cette dynastie mérovingienne qui est souvent confondue par les gens avec ces périodes assez obscures de rois feignants. On ne sait pas trop ce qui s'est passé finalement et en tout cas c'est une forme de régression entre la fin du monde romain et ce que sera la dynastie carolingienne incarnée par la splendeur artistique de Charlemagne. Donc le sujet des temps mérovingiens, c'est de remettre vraiment en perspective cet extraordinaire laboratoire artistique que constitue la période mérovingienne. Alors les temps mérovingiens, c'est vraiment le temps des 3 premiers siècles du Moyen-Âge, c'est-à-dire après l'événement officiellement positionné en 476, en fait c'est un peu plus compliqué que ça, de la fin de l'Empire romain d'Occident, les premiers royaumes qui prennent la place de cet empire, et pour ce qui est du monde mérovingien, à peu près le territoire de la France actuelle, en enlevant la Bretagne et une partie du sud-ouest, qui sont le royaume des Francs, dont le premier roi est Clovis, qui incarne de ce point de vue-là la figure tutélaire de la dynastie française, de la royauté française. Alors comme toute grande civilisation, la civilisation mérovingienne fonctionne par fusion entre des éléments qui viennent de plusieurs mondes extérieurs. Il y a tout d'abord certaines techniques de l'orfèvrerie qui arrivent au travers de la poussée des peuples venus de l'Est. Et en premier lieu, je citerai celle que tout le monde connaît, qui est la technique du cloisonné, où les fines parois d'or séparent un très beau grenat et qui donne ces parures extraordinaires or et rouge. Mais les Mérovingiens absorbent également l'influence de l'Antiquité. Ils le font parce que c'est partout dans le paysage, les monuments antiques, et ils le font aussi parce qu'ils sont en relation diplomatique avec le monde byzantin, qui est l'incarnation de la continuité du monde romain côté Orient. Donc en fait, l'art mérovingien, il synthétise l'ensemble des choses, on appelle ça le syncrétisme pour le domaine religieux, et dans le domaine artistique, on peut appliquer aussi ce terme, et c'est ça que l'exposition cherche à montrer aux visiteurs. Alors, les mouvements de population dont on parle souvent pour cette période, il est juste de dire qu'ils précèdent largement la période en question. En effet, les Romains sont des gens qui ont toujours fonctionné par la très grande capacité d'accueil. On peut être romain à partir du moment où on décide qu'on se sent bien et qu'on adopte le mode de vie des Romains. C'est dire que le monde barbare, entre guillemets, puisque c'est un terme galvaudé et qui ne s'applique vraiment pas à nos Francs, mais qui est souvent le mot qu'on rattache à ces nouvelles populations arrivées après l'Empire romain. Pour les Romains, c'est des barbares parce qu'ils ne parlaient pas leur langue, ils reprenaient l'acception des Grecs. Mais ces barbares, entre guillemets, étaient depuis très longtemps dans Rome. Il y a même certains empereurs des 4e et 5e siècles qui appartiennent à ce monde. Simplement, à partir du moment où l'échiquier impérial romain a disparu, ce sont des royaumes de certaines de ces populations. Chez nous, le monde franc, mais il y a les Visigoths dans le sud-ouest et en Espagne, il y a les Ostrogoths vers le territoire italien, il y a les Burgondes en Bourgogne, il y a tout un ensemble de royaumes qui se caractérisent tous par le fait qu'ils sont incarnés par des peuples qui sont venus de l'Est ou du Nord-Est. C'est le moment de l'émergence du culte des reliques. Le monde chrétien appartient déjà au monde romain, mais au sanctuaire paléochrétien du monde romain se substitue pendant la période mérovingienne une forme de construction. Clovis se convertit, les rois sont chrétiens, et il y a des constructions de monastères dans tout le territoire franc. La construction des cathédrales appartient plutôt à l'époque postérieure. Donc ce sont des églises qui se construisent, des moines qui font prosélytisme, et tout un ensemble de cultes, la liturgie, mais également la croyance en la vertu des saints. C'est donc au siècle mérovingien qu'appartient la naissance des vies des saints, et lorsqu'on est auprès d'eux, on récupère leurs vertus. Donc soit tel Dagobert, dont nous avons le trône derrière moi, on se fait inhumer auprès de Saint-Denis dans l'abbaye de Saint-Denis, inaugurant par là une tradition de nécropole royale au nord de Paris, soit on vient voir, admirer, presque toucher quelque chose qui a appartenu à un saint, soit une partie de son corps, soit un objet qui lui est cher. C'est l'émergence du culte des reliques dont vous savez qu'il a une fortune immense ensuite pendant toute la période médiévale. On voit donc apparaître des objets comme les petites chasses-maisons, qui là aussi ont une fortune extraordinaire au Moyen-Âge. Les premiers exemples, les plus anciens du monde, sont dans l'exposition. On y voit donc à la fois le contenu et le contenant, puisqu'on a même des reliques et leurs authentiques, les petites paperoles qui nous disent « c'est vrai, c'est bien le poil de la barbe de Saint-Pierre », manière de dire qu'il fallait quand même avoir le papier à côté du poil pour être bien sûr de son affaire.
Les monastères mérovingiens sont dotés de scriptoria, et dans un scriptorium, on copie les livres. Alors, il y a tout un ensemble d'écritures qui émergent, qu'on arrive pour certains à rapprocher d'un scriptorium précis. C'est un des jeux de l'exposition dans la section écriture que de montrer, finalement, ces laboratoires de création. Après la reprise d'une écriture à la romaine, qui est très sensible dans le sud de la Gaule, par exemple, où il y a une grande tradition antique, on voit plein de lettres minuscules, très différentes les unes des autres, qui semblent difficiles à décrypter. C'est sans doute pour ça que les Carolingiens, qui introduisent une écriture officielle avec la Caroline, ont eu beau jeu de dire très tôt que leurs prédécesseurs écrivaient vraiment mal et que c'était illisible. Idée reçue qui court encore. C'est pas si vrai que ça, il y a des essais très esthétiques et puis surtout, les livres sont enluminés et je crois que l'exposition qui montre des manuscrits extraordinaires fait preuve de l'esthétique mérovingienne absolument éblouissante, souvent très moderne d'ailleurs, avec toujours 3 couleurs, le vert, l'ocre et le jaune qui sont vraiment les leitmotifs chromiques de cette esthétique. Dans les idées reçues très nombreuses qui accompagnent nos mérovingiens, il y a l'idée que la figure humaine disparaît complètement de leur art. Alors, c'est vrai et faux à la fois. Ce qui est tout à fait juste et que nous montrons dans l'exposition, c'est qu'il y a un sens de recherche artistique qui change un peu par rapport au monde romain. Pour être simple, on est beaucoup moins naturaliste, on cherche beaucoup moins à être proche de la nature et on va plus chercher la force du symbole. C'est très net dans la représentation du végétal et ça existe aussi dans la représentation de l'humain. Un peu par volonté d'investiguer jusqu'au bout la dimension artistique des Mérovingiens, nous avons choisi de finir par leur représentation de la figure humaine, car elle existe. Les visages ne sont pas moins bien représentés, les corps humains ne sont pas moins bien faits. Il n'y a pas de progrès en histoire de l'art. Simplement, ça s'incarne par l'intensité du regard, par la simplicité de l'expression, et tout se tient finalement. Comme certaines parures sont magnifiques par un détail et la force du détail d'un matériau, la représentation de la figure humaine est magnifique par l'intensité de l'expression du visage représenté. L'exposition s'ouvre sur les principaux commanditaires du geste artistique. C'est une exposition qui assume vraiment d'être très artistique. Donc les commanditaires, ce sont, eh bien, c'est les rois et leur cour, et c'est aussi les églises. Nous commençons, à tout seigneur, tout honneur, par le pouvoir et ses témoignages. Et les figures mérovingiennes, certaines d'entre elles sont plus connues que d'autres, et les documents autour d'elles sont plus nombreuses que d'autres. Pour Clovis, le premier d'entre eux, nous n'avons plus rien d'archéologique. Nous avons par contre la tombe de son père dans l'exposition, Childéric. Mais Dagobert, qui est un personnage très important dans l'imaginaire collectif, ne serait-ce qu'avec la chanson du roi qui met sa culotte à l'envers, nous avons la chance inouïe d'avoir des témoignages directs de son règne. Alors, complètement direct, et son diplôme signé par lui qui est dans l'exposition, qui est un document extraordinaire. Et puis il y a des objets qui lui sont rattachés, on est moins sûr qu'il soit directement lié à lui. Le trône qui est derrière moi, qui est dit trône de Dagobert, pourquoi? Parce que on a envisagé très tôt au Moyen-Âge qu'il ait été le trône fait pour lui, un des 2 trônes faits pour lui par Saint-Éloi, son orfèvre. En vérité, on n'en est pas sûr. C'est un trône qui est au plus tard carolingien, mais qui n'est peut-être pas forcément contemporain de Dagobert. Il en va de même pour la très belle baignoire en porphyre importée de termes impériaux de Rome, qui est dite à Saint-Denis très tôt comme étant ramenée par Dagobert de l'église Saint-Hilaire de Poitiers. Là aussi, nous n'en sommes pas sûrs, et nous savons parallèlement que les Carolingiens ont bien aimé ramener des cuves en porphyre dans le nord de l'Europe. Donc l'ambiguïté existe parce que les Carolingiens ont voulu construire, ils ont un peu dit que c'était des rois feignants, Grégoire de Tours est assez critique, dès la période contemporaine des Mérovingiens, et les historiens carolingiens le sont beaucoup plus. Et donc, il y a ça, mais il y a aussi une forme d'hommage rendu à leurs prédécesseurs, et cet hommage passe par la construction des trésors, et donc les Carolingiens construisent la mémoire de Dagobert à Saint-Denis. C'est pour ça qu'on n'est pas trop sûr de ce qu'on avance, mais ce qui est certain, c'est que rien que par leur nom, ils nous évoquent immédiatement le fameux roi Dagobert. Nous avons été très heureux de choisir pour l'affiche de l'exposition un objet singulier qui n'est pas bien connu en France parce qu'il vient de Suisse et qui rend hommage à une personnalité incroyable qui est Saint-Germain de Trèves, pas le Saint-Germain de Saint-Germain-des-Prés à Paris. Cet homme, qui est un homme du 7e siècle, a fait partie de ces moines qui ont fondé des abbayes. Il a fondé une abbaye en Suisse, dans le Jura suisse, à Moutier-Grandval. Et
Si l'on en croit les historiens qui écrivent sa vie juste après sa mort, il a eu une mort particulièrement dramatique puisqu'il est mort assassiné dans la forêt jurassienne, mangé par les loups, et des reliques qui lui sont attachées existent encore. Et c'est une grande fierté pour nous que d'accueillir ici non seulement une paire de chaussures, une chose qui ressemble à une chaussette du Père Noël, qui sont tout à fait synchrones avec le moment de fabrication de son vivant, et la crosse qui elle est datée scientifiquement, puisqu'on peut dater le bois, de 635 alors qu'il est mort en 675, manière de dire que très probablement elle est tout à fait contemporaine de lui, et elle est ornée sur sa partie supérieure qu'on appelle le crosseron d'une orfèvrerie encloisonnée qui est très proche de celle de Saint-Éloi, orfèvre de Dagobert à la même époque à l'abbaye de Saint-Denis. Nous avons donc un objet qui est parmi les plus anciens qui soient dans les objets type crosse du monde occidental dans l'exposition. Alors, autre témoignage archéologique absolument extraordinaire dans un état de conservation sublime, celui qui est attaché à une reine. Ce qui nous permet aussi de traiter dans l'exposition de la place de la femme à l'époque mérovingienne, qui a été très relayée par l'histoire et qui semble fondée à bien des égards. J'en veux pour preuve aussi la présence d'une charte d'une dame Clotilde qui nous montre qu'il pouvait y avoir des actes juridiques faits pour les femmes et que cette femme avait un rôle puissant à l'époque mérovingienne. Bathilde était la femme du roi Clovis II et quand son époux est décédé, elle a assumé la régence jusqu'à ce que son fils puisse lui succéder. Et au moment de son départ du trône du royaume de Franc, elle intègre une des abbayes qu'elle avait fondées, celle de Chelles pour femmes, où elle a été inhumée dans une châsse enveloppée d'un vêtement. Et à côté de sa châsse contenant son corps, il en est une autre avec une robe qui a toujours été considérée comme la sienne. C'est celle que nous montrons dans l'exposition, qui est conservée habituellement au musée de Chelles, dans l'est de Paris. Et elle est tout à fait cohérente avec un textile de cette époque et symbole admirable, elle a une broderie au fil d'or et en soie qui montre une croix, qui est une manière pour elle sans doute de montrer par le symbole son renoncement, mais aussi le statut qu'elle a pu occuper. Et c'est relayé par les archéologues qui ont pu analyser ses cheveux, puisqu'on a fouillé sa tombe, et au moment de sa mort, elle était encore teinte, ce qui prouve que quoi qu'étant rentrée dans son monastère, elle gardait une forme de coquetterie et de soin de son corps. Saint-Drozin est un des saints qui est attaché à l'histoire de Soissons. Alors, la place de Soissons est très importante pour l'histoire mérovingienne. Il a été, d'après la vie qu'il auréole à Soissons, acteur de beaucoup de miracles, ce qui lui a valu une très grande réputation un peu perdue aujourd'hui. Et son sarcophage extraordinaire, qui est un sarcophage un peu à l'antique, qui a été fait dans les Pyrénées, a été amené à Soissons pour contenir son corps dans le cœur d'une abbaye, ensuite déplacé en les murs. Il y a toute une histoire assez complexe. Et il fait partie de ces saints qui aujourd'hui sont un peu oubliés, mais qui ont fait l'objet d'un culte très très vif à l'époque mérovingienne. C'était aussi pour nous une manière de rendre hommage à Soissons, qui est un des très hauts lieux de l'histoire mérovingienne et singulièrement de Clovis. Nous sommes loin de tout savoir sur ces princes, princesses qui ont accompagné les rois mérovingiens. Déjà, force est de constater que pour se souvenir de l'arbre généalogique des mérovingiens, il faut avoir une très bonne carte mémoire. Alors Arégonde, on ne sait pas qui c'est, mais par contre on est sûr qu'elle a dû être importante parce que dans les années 1950, l'archéologue Michel Fleury a mis au jour dans la crypte mérovingienne de Saint-Denis une des plus belles tombes mérovingiennes qu'on ait jamais trouvées, avec des bijoux extraordinaires que nous avons le plaisir d'accueillir dans l'exposition, qui sont à l'habitude visibles à Saint-Germain-en-Laye, au musée d'archéologie nationale. Et grâce à sa bague, comme on avait pu identifier Childéric à tourner par sa bague, on a pu identifier le nom de cette princesse. Le rang ne fait pas de doute étant donné le prestige et le luxe des bijoux qui l'accompagnent dans la tombe. Son nom est Arégonde, mais aucune chronique ne nous donne exactement l'histoire de cette femme. L'exposition, quoique ayant un axe très beaux-arts et tout à fait assumé par les commissaires, veut vraiment être au fait de l'actualité archéologique. Et pour cette raison, nous avons montré quelques découvertes parmi les plus récentes. Comme vous le savez, entre le moment où on trouve un objet et au moment où on peut le montrer, il se passe un petit moment. Donc ces découvertes qui appartiennent aux 5 premières années des années 2000, qui ont 10 ans à peu près en ce moment. En Lorraine, Prégny, sur le tracé du TGV Est, a permis de mettre en perspective pour la première fois un ensemble funéraire, une nécropole, une église et un village, permettant de connecter dans une vraie compréhension une idée d'entité urbaine mérovingienne. Nous montrons également des ensembles d'une des plus grosses nécropoles jamais mises au jour à la fin des années 90, qui est à Erstein en Alsace. Et enfin, dans un croisement aussi complice avec Saint-Dizier, qui en ce moment fait une très belle exposition sur l'Austrasie, nous montrons quelques objets magnifiques
des tombes de Cheuf qui ont été mises au jour en 2004 à Saint-Dizier, renouvelant aussi notre regard sur la prolongation de l'importance d'une cité antique dans le monde mérovingien, parce que c'est au contact d'une grande villa gallo-romaine que la nécropole a été trouvée, ce qui est une manière pour nous de vérifier archéologiquement que l'occupation ne cesse pas des grands ensembles construits romains, et ça participe de tout ce qu'on dit sur la réception de la romanité dans le monde mérovingien. Alors déjà, quand on dit qu'ils sont cruels, je dis pas plus, pas moins que nous. Ils sont normaux, ce sont des humains. Après, à chacun de voir si la cruauté appartient pleinement à la manière humaine ou pas. Chevelus, écoutez, ils ont mis des cheveux dans leur sceau qu'on montre dans l'exposition. Donc le cheveu a quand même quelque chose, un symbole très fort. C'est une manière d'authentifier l'acte d'un roi. On sait que le dernier d'entre eux est tondu, donc il y a quelque chose. Et évidemment, cette figure de l'homme en cheveux correspond au cliché de la représentation du barbare dès le monde romain. Donc là aussi, on assume sa capillarité, parce que ça montre une forme d'identité, hein, comme le gaulois pour le romain. Enfin, le feignant, alors là, on a quand même l'impression que les Carolingiens n'y sont pas tout à fait pour rien, parce qu'ils ont un peu critiqué la manière de gouvernance d'avant leur roi successif. Il y a aussi tout ce folklore du 19e, les représentations, par exemple, des rois, des peintres du 19e avachis dans les chariots. Il faut savoir que dans le monde romain, se promener dans un chariot à demi allongé, c'était signe d'importance. Donc c'est ça la clé de lecture pour nos mérovingiens. Mais petit à petit, les périodes qui leur ont succédé les ont rendus sans doute beaucoup plus feignants qu'ils ne l'étaient. La place d'un commissaire n'est pas celle d'être fier d'un objet ou pas, mais en tout cas, elle a toujours un petit chouchou. Alors parfois, ça peut changer, hein, parce qu'on a le droit d'avoir... Mais moi, définitivement, il a fallu pour une extension sur Internet, pour une extension bibliographique d'un site qui s'appelle Electre, choisir le coup de cœur du commissaire. Et finalement, j'étais très surprise de ne pas avoir hésité longtemps. Et mon choix s'est porté sur un chapiteau qui a été trouvé à Saint-Germain-des-Prés, qui est conservé au musée du Louvre, qui est sans doute pas l'œuvre la plus spectaculaire de l'exposition, mais qui pour moi résume tout son propos, puisqu'on y voit un traitement de feuilles d'acanthe qui n'est pas du tout celui qui était la manière romaine de faire, beaucoup plus simple, dans une esthétique plus symbolisée. Et au cœur de ces feuilles d'acanthe, il y a une petite croix, qui est toute petite, mais qui, moi, me semble monumentale. Et pour moi, c'est l'une des caractéristiques de la grande œuvre, que de pouvoir faire paraître monumentale une œuvre minuscule. Et c'est une manière pour l'artiste de concentrer le propos sur son vrai sujet. Et cette façon, dans le geste artistique, de dire qu'on est dans l'incarnation du symbole et dans la force du symbole, non seulement me paraît extrêmement représentatif de l'art mérovingien, mais pour moi est une des clés de la modernité qui étonne nos visiteurs, parce qu'effectivement, bien souvent, on ressent un plaisir esthétique qui est très proche de celui qu'on a avec l'art contemporain. Et à mon avis, la clé de lecture, c'est celle que j'essaie de vous livrer là maintenant. Merci à vous.